toutes pour la disponibilité afin vraiment de pouvoir suivre ce webinaire qui est sur le thème du développement des réseaux communautaires, comprendre les défis et les enjeux. Il sera aujourd'hui animé par M. Malik Maïga, qui est aussi membre du board. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous pouvez fermer les micros, mettez les micros en sourdine afin d'éviter les échos au maximum. Sinon, l'animateur peut mettre les micros en sourdine. Ok, je continue. Je disais que le webinaire en question, il va être animé par M. Malik Maïga, qui est membre du board de ISOC. Et le webinaire aussi est organisé dans le cadre d'une formation que ISOC International a exécuté ces derniers mois à l'intention de tous les chapitres afin de renforcer la capacité de chaque chapitre. Donc, il y avait cinq modules. Il y avait un module sur les réseaux communautaires. Il y avait un autre sur la sécurité du routage. Il y avait aussi le troisième module qui était sur la gouvernance de l'Internet. Le quatrième module était intitulé, je crois, le chiffrement. Et le cinquième module était sur les normes ouvertes. Donc, il était demandé à chaque chapitre de donner 5 personnes, 5 participants, afin qu'ils puissent prendre part à cette formation. Bon. Et puis, il était question aussi de commettre un coordinateur qui allait gérer l'inscription, la sélection avec le bureau de ISOC international. Donc, comme coordinateur au Mali ici, nous avons désigné le docteur Yahya Koulibaly, qui a été le coordinateur du chapitre malien et qui a géré les inscriptions, les sélections avec le comité de ISOC international. Parce qu'il y avait une sélection à faire parmi les dossiers qui avaient été reçus. Il y avait un système de pondération. Donc, ils ont fait ce travail-là. Nous-mêmes, on n'est pas intervenus. Quand ils ont fini, ils nous ont remis les noms de ceux qui étaient vraiment, en fonction de eux, leur sélection, ceux qui étaient vraiment au top pour pouvoir suivre la formation. Donc, c'est ainsi qu'ils sont un certain nombre, ils sont à peu près une dizaine de membres d'ISOC Mali qui ont suivi la formation, dont M. Maïga Malik. Lui, son thème était sur les réseaux communautaires sans fil. Donc, sans plus tarder, Malik Maïga a fait son cycle fondamental au niveau du lycée, au niveau de... Attendez. Excusez-moi, je change de fichier. Voilà, OK. Bien. Après un cycle fondamental très mouvementé, à cause de la vie de fonctionnaire de son père, M. Malik Maïga a entamé son cycle secondaire au lycée Ibrahim Ali, dont il fait partie de la première promotion même du dit lycée. Il y obtient son baccalauréat en série sciences exactes avant de s'envoler pour l'Algérie. Il fréquenta l'Institut des télécommunications d'Oran et en sortit avec un diplôme d'ingénieur d'État en système de télécommunications et une licence en radiocommunication. Il est en fonction au niveau de l'Agence des technologies de l'information et de la communication, où il occupe le rang de chef de division et il gère la division infrastructure et équipement au niveau du dit service qui est l'AGTIC. Donc, on n'est pas avec un novice du domaine. M. Maïga est un spécialiste dans le domaine des télécommunications. Donc, après avoir suivi la formation, il a été demandé à chaque participant de prendre une initiative, sinon un projet qui va être un projet, soit un projet ou bien une initiative de fin de formation. Donc, il y a certains qui ont choisi de faire un article, il y a d'autres qui ont choisi de faire une vidéo, mais il y a certains aussi qui ont choisi vraiment d'organiser un webinaire afin de partager tout ce qu'ils ont appris avec les membres de la communauté. C'est ainsi que M. Maïga a choisi vraiment aujourd'hui pour pouvoir nous brosser un peu par rapport à tout ce qu'ils ont fait dans cette formation. Sans plus tarder, je vais lui laisser la parole afin qu'il nous entretienne sur
le développement des réseaux communautaires. Donc, le principe, il est simple. Au fur et à mesure qu'il va avancer dans ses présentations, vous pouvez noter vos questions. Les questions, si vous voulez, vous les mettez à côté, sinon vous pouvez les poser directement dans le chat. Monsieur Sidibé va s'occuper de les recenser et puis de les remonter. Quand on aura fini, on va les répondre au maximum. Donc, Monsieur Maïga, vous avez la parole. Allô? Monsieur Maïga? Vous me recevez? Oui, maintenant on te reçoit. Ok, donc bonsoir tout le monde et merci à Bakary. Le son est bon? C'est bon. Ok. Et effectivement, cet après-midi, on va s'entretenir sur le déploiement de, des réseaux communautaires. Il faut aussi comprendre, avant de rentrer dans le vif du sujet, que ça c'est un domaine qui fait partie de qui fait partie des domaines de prédilection et des choix des points stratégiques de Internet Society niveau Afrique. Parce que vous savez que la fracture numérique est très criard au niveau de l'Afrique. Et même au niveau des grands centres urbains, on peut constater aisément cette fracture. Parce que dès qu'on parle de fracture, les gens pensent tout de suite à l'écart zone rurale, zone urbaine, alors que même au niveau des zones urbaines, nous pouvons constater aisément cette fracture. Et ces réseaux communautaires sont des solutions, c'est des alternatives qui peuvent venir un peu combler si vous voulez, cette fracture. Et pour cela, nous allons un peu, si vous voulez, je vais un peu partager mon écran. Est-ce que tout le monde a mon écran? Oui, c'est bon, c'est partagé. Oui, Ok. et on voit. Ok. Donc, le déploiement des réseaux communautaires sans fil, comprendre les défis et enjeux. Et il faut d'abord comprendre les concepts avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, les réseaux communautaires, ici, ou projets sans fil, désignent des réseaux informatiques sans fil et les communautés aussi qui les développent, principalement constituées par des passionnés. C'est-à-dire que pour faire un réseau communautaire, vous n'avez pas besoin forcément d'un opérateur télécom ou bien d'une structure informatique poussée comme prestataire qui va vous le faire. Vous pouvez vous constituer par des groupes de certains qui se connaissent un peu dans le domaine et qui vont mettre ensemble leurs compétences pour développer ces réseaux communautaires. Ils utilisent des technologies de type réseau local basées sur les sans-fil, on va le comprendre au fil de la présentation, et qui est basé surtout parce que quand on parle de niveau communautaire, il faut aussi voir les revenus. Donc il faudrait que ces réseaux puissent être déployés facilement avec un faible coût. Et c'est basé sur des standards
802.11 et appartenant au groupe de cette norme qui a été développée par les ingénieurs de l'Institut des électriciens et électroniciens, plus connu sous le nom de I3E. Donc, cet ensemble de petits réseaux sans fil ou réseau local sans fil vont constituer des groupes de réseaux qu'on appelle des grappes qui, selon les moyens et l'infrastructure développée, peut être de petite ou de grande taille et qui peuvent aller selon, comme on dit, les ressources dont dispose cette communauté jusqu'à l'échelle d'une agglomération ou d'une ville. Certains de ces réseaux sont utilisés pour être reliés à l'Internet. Donc vous comprenez qu'on peut à la base déployer un réseau communautaire sans Internet. Mais ils peuvent aussi être reliés à l'Internet. Parce qu'il faut voir la finalité. Pourquoi vous déployez ce réseau? Donc si c'est pour partager des ressources comme par exemple les informations sur le climat, les informations radiodiffusées, vous n'avez pas forcément besoin de l'Internet. Mais dans d'autres applications, on aura besoin de l'Internet. Et quand ces individus partagent leur accès, selon le type aussi de support, vous pouvez avoir l'ADSL ou par câble. Entendez par câble tout ce qui est connexion filaire, donc la fibre optique. Et selon l'évolution de la technologie, vous pouvez aussi avoir des connexions Internet RTPC pour un coût fixe. Quand un tel accès est indisponible ou cher, les réseaux sans fil communautaires peuvent constituer une alternative partielle à faible coût. Donc, vous allez comprendre par la suite que c'est le gros de l'infrastructure va constituer le matériel et la charge électrique qu'il faut pour alimenter ce dispositif que vous allez mettre. Comme j'ai dit, au niveau de Internet Society, une de nos visions, c'est de connecter les non connectés. Donc, il faudrait préparer un avenir numérique qui donne la priorité aux gens. Donc, c'est les individus qui doivent être au centre et qui doivent bénéficier des mêmes droits que ceux qui bénéficient par exemple de toutes les ressources de développement des TIC, du développement des agglomérations, développement tout court. Donc l'Internet peut ouvrir un monde d'opportunités avec la moitié de la population mondiale qui est non connectée. Il est urgent de façonner un avenir qui profite à tous. Donc combler cette fracture numérique est essentiel au réseau communautaire. Les réseaux communautaires offrent aussi cette solution. Ce sont des réseaux, faites-le vous-même. Donc, comme j'ai dit, le déploiement est très facile par des solutions aussi qui sont très faciles, par des personnes juste qui sont des passionnés dans ce milieu. Vous pouvez promouvoir, faire un don, créer un réseau communautaire vous-même. Et vous devez également travailler avec votre communauté locale pour voir quel est le besoin qu'il faut, quel est votre objectif final. Et le gouvernement aussi peut aider à travers le service universel. Pour déployer un réseau communautaire sans fil, qu'est-ce qu'il faut?
Il a été prouvé que l'accès à Internet crée un climat sain pour le développement économique, soutient les petites et moyennes entreprises et crée des opportunités économiques plus larges pour tous. Donc la norme, comme je vous ai dit, 802.11, permet une connectivité Internet sans fil aux villes, aux écoles, aux quartiers, aux petites entreprises, à presque tout type d'organisation. Les réseaux communautaires sans fil sont aussi des initiatives locales à but non lucratif axées sur la mission et l'action, qui utilisent le spectre sans licence, donc, et des équipements à faible coût pour permettre l'accès aux régions mal desservies. Donc, vous comprenez aisément que ce qui sous-tend la création de ces réseaux communautaires, surtout sans fil, c'est d'abord être mal servi par la nature, être éloigné des grands centres où les opérateurs interviennent, avoir un petit moyen et avoir une équipe qui a le savoir-faire. Ceci mis bout à bout, vous pouvez facilement réaliser votre réseau local. Pour tout ce qui est réseau, pour tout ce qui est sans fil, il faut aussi comprendre les normes. Les normes, comme je vous ai dit, tout ce qui est communautaire, il faut avoir en esprit le coût. Donc, la norme 802.11 est une norme qui offre beaucoup plus de facilité et qui est une norme ouverte. Cela veut dire quoi? Que vous avez moins de contraintes à déployer ou à acquérir des équipements qui fonctionnent sous cette norme plus que sous d'autres normes. Parce que selon les technologies, il y a des normes qui sont déjà, l'acquisition va vous poser des problèmes. On va les voir un peu plus devant. Donc, nous allons travailler à faire comprendre tous ceux qui veulent aller dans ce créneau de réseau communautaire sans fil, de travailler sur la norme 802.11. Donc, c'est déjà une norme sans fil qui est une norme ouverte et il y a beaucoup de cours pour comprendre comment fonctionne un peu ça. Tel n'est pas l'objet cet après-midi. Mais pour ceux qui sont intéressés, il y a tout un cours pour comprendre les différentes normes, quand ça fonctionne, le 802.11 A, B, G et N, comment choisir même les équipements en fonction des portées, en fonction de la bande de fréquence dans laquelle vous voulez évoluer. Pour le déploiement aussi de ce réseau communautaire, il faut comprendre le milieu physique, le milieu radio. Il faut comprendre les ondes radio, comment ils se comportent. Il faut aussi savoir calculer les puissances des ondes pour pouvoir jouer sur la portée, c'est-à-dire la zone de couverture, la distance que vous voulez couvrir et prédire comment les vagues vont se déplacer, c'est-à-dire les différents obstacles qui sont dans votre environnement. Il faut tenir compte de ça. Et en fonction de ces éléments-là, quand vous comprenez aisément les spectres radio,
les zones, les micro-ondes, l'infrarouge, les zones électromagnétiques. Nous, on va se placer dans la zone électromagnétique pour travailler. Donc, tout ce qui est sans fil, ils vont travailler dans cette bande de fréquences qui va de... Bon, nous, on va beaucoup plus travailler selon que vous transportez le signal en 5 gigas ou en 2 gigas dans cette fourchette de bande de fréquences. Il faut aussi, pour mieux réussir la mise en place de votre réseau, il faut bien comprendre un plan de mise en œuvre qui comprend l'étude de faisabilité et un bilan de liaison qu'il faut faire avec des coûts bien dégagés. C'est-à-dire, vous voulez, on est ici dans, si vous voulez, on va prendre l'exemple de Moribabou. Quelqu'un qui veut déployer un réseau communautaire à Moribabou, il faut d'abord faire une étude. Combien de personnes vous voulez couvrir? Quelle est l'architecture développée, c'est-à-dire en termes d'urbanisation? Vous avez des sommets, des buildings, des maisons, des villas simples, des collines, beaucoup d'arbres, d'une part. D'autre part, où est-ce que vous allez prendre, par exemple, si vous voulez relier votre réseau communautaire à Internet, où est-ce que vous allez prendre votre source Internet, avec quel opérateur, et le dernier relais de cet opérateur à partir duquel ils vont vous donner accès à Internet se trouve où. En fonction de ça, vous allez déterminer quelle est la distance que va parcourir ce signal du point de relais de cet opérateur à là où vous allez mettre vos équipements. Et ce sont toutes ces analyses-là qu'on appelle budget de liaison, et estimer maintenant les différents coûts des équipements, de la source d'énergie, de tout ce qui est hauteur, de tout ce qui est, si vous voulez, tout ce qui concerne les terminaux que vous allez aussi mettre dans votre dispositif infrastructure de ce réseau. Il faut comprendre tout ça avant même de faire la mise en place de ce réseau communautaire. Le point suivant, c'est qu'il faut aussi avoir une idée très claire sur le réseautage. Donc, ce qui nous ramène à comprendre le modèle OSI dont les informaticiens et ceux qui font, tous ceux qui ont fait des études sur l'informatique, l'électronique, télécom, comprennent bien. Il faut aussi comprendre tout ce qui est TCP/IP et expliquer comment ces deux modèles vont cohabiter ou être mappés ensemble. Identifier les différents éléments du MAC et un peu comprendre aussi le système sans fil pour le déploiement de votre réseau communautaire. Le point suivant qu'il faut aussi comprendre, c'est d'avoir une idée sur l'adressage IP, les sous-réseaux, comment créer un réseau, comment subdiviser votre plage d'adresse en sous-réseau, et la conception du routage aussi dans les réseaux sans fil. C'est des éléments qu'il faut comprendre pour la mise en place de cette infrastructure. Il faut aussi comprendre
un peu le routage, les proxys, les tunnels et la traduction des adresses réseau dont on parle. Comprendre, avoir un peu de connaissances sur ces différents éléments pour la mise en place justement de votre réseau. Il faut comprendre dans le modèle TCP/IP ou le modèle OSI les couches supérieures, c'est-à-dire au niveau de la couche transport, au niveau de la couche application pour examiner justement tout ce qui est problème de sécurité, tout ce qui est niveau des applications que vous allez aussi mettre sur votre réseau communautaire. Il faut aussi avoir une idée sur la topologie des réseaux. Vous allez faire un petit réseau local, vous allez faire un réseau métropolitain, vous allez faire un réseau plus étendu. Il faut comprendre tout ça et les différents nœuds d'interconnexion de ces réseaux que vous allez faire, parce que il se pourrait que vous allez faire comme j'ai dit dans le cas de notre projet qu'on avait fait au niveau de l'école de Bulkasobu, vous pouvez commencer par connecter une salle dite salle informatique. Après vous allez étendre à la cour de l'établissement, après étendre au quartier. Maintenant, il faut comprendre le nœud d'où on est parti, qui est la salle de la classe. Si tu veux agrandir ce réseau à la dimension de la cour de l'école, quelles sont les différentes interconnexions que tu vas faire, quels sont les équipements nécessaires qu'il faut faire. Si vous voulez étendre encore à l'étendue du quartier, quels sont les différents nœuds qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir atteindre tout ça. Donc vous avez ces éléments dont il faut avoir une idée. Et enfin, quand vous mettez en place un réseau communautaire sans fil, il faut avoir une politique de sécurité pour protéger non seulement vos équipements, mais vos données que vous allez mettre sur ce réseau pour qu'il ne puisse pas être piraté, pour qu'il ne puisse être destiné qu'au seul destinataire. Donc, il faut avoir l'ensemble de ces éléments pour que réellement vous puissiez mettre en place un réseau local, un réseau communautaire fiable. Donc, depuis si je me résume, depuis la base, c'est-à-dire qu'il faut avoir une connaissance, ne serait-ce que théorique, du spectre radio, à la conception, à l'évaluation du bilan de liaison, à la connaissance du modèle TCP/IP, avoir un peu de connaissance sur le routage, à savoir au niveau de quelle couche, quel équipement travaille, et enfin pouvoir sécuriser, parce que il faut avoir une vue d'ensemble sur tout ça pour pouvoir maintenant mettre en place votre réseau ou chercher un financement sur votre réseau communautaire. Quels sont les défis et les enjeux pour mettre en place ces réseaux communautaires? À ce niveau,
on invite les décideurs à réfléchir aux avantages de ces réseaux communautaires et à réduire ou à éliminer les obstacles à leur développement. Cela pourrait aider les gouvernements à atteindre d'importants objectifs au niveau de la connectivité universelle, qui est un droit. Chaque citoyen doit avoir accès à toutes les ressources TIC. Donc, les réseaux communautaires sont confrontés à des défis dont il faut parler, qui sont les manques d'accès abordable à l'infrastructure de base, comme je vous ai dit, malgré que on parle de coûts, de faibles coûts, mais ce n'est pas sans coût. Et c'est pas toute communauté ou tout groupe qui veut mettre en place un réseau communautaire qui a les moyens suffisants pour le mettre en place. Donc, il y a des obstacles tels que les licences, les droits, les taxes et l'accès au spectre. Ça, c'est au niveau radio. Des coûts de déploiement qui peuvent être élevés en fonction des moyens de ces communautés, des financements limités parce que c'est pas tout le monde qui investit ou qui finance facilement ces réseaux, y compris les difficultés à acquérir les services universels, entre autres. Il y a beaucoup de pays qui ont des services universels. Par exemple, au Mali, ici, nous avons l'AGEFO, l'Agence de gestion des fonds d'accès universel, mais qui ne songent pas trop à investir dans ces réseaux communautaires. Souvent, il faut beaucoup de plaidoyer, il faut beaucoup de démarches pour aller vers eux afin qu'ils puissent vous écouter. Les gens, ils investissent beaucoup dans les centres informatique locale, des salles si vous voulez, des traitements de textes, de ceci, de cela, que l'État mettait en place. Mais l'accès universel doit aller au-delà de tout ça. Il doit donner tout ce qui est, si vous voulez, droit à l'information et à la communication. Les coûts de démarrage d'organisation peuvent nuire au réseau communautaire parce que, comme je vous ai expliqué, si vous n'avez pas les accès selon les pays, parce que au Mali ici on a beaucoup de fréquences libres, on a beaucoup de facilité, mais tel n'est pas le cas dans d'autres pays. Et d'une part, d'autre part, il y a des équipements que quand vous faites rentrer, c'est soumis à des taxes douanières qui ne sont pas aussi laissées. Mais d'autres pays peuvent alléger ces taxes quand à l'entrée du pays, quand vous dites par exemple, vous déclarez ces équipements comme destinés à aller couvrir telle zone, ou depuis que vous initiez le projet, vous écrivez aux autorités compétentes pour que vous puissiez être exonéré de ces différentes taxes. Vous pouvez bénéficier en ce temps. Mais dans le cas contraire, donc depuis à ce niveau, vous pouvez être amené à vous décourager. Donc il y a aussi des manques de ressources, entendez par là non seulement financières mais humaines. Je vous ai dit que ces réseaux communautaires, la plupart du temps, sont mis en œuvre, implémentés par des gens passionnés qui ne
sont pas forcément connus par l'État ou par... Voilà. Voilà. Qui ne sont pas souvent commis par l'État ou de trucs. C'est des étudiants, c'est des passionnés, des TIC qui se mettent, qui souvent pour implémenter leur innovation se lancent dans ça, au bénéfice des populations bénéficiaires. Donc, il y a non seulement les ressources financières, mais il faut aussi avoir les techniques qui vont mettre en œuvre ceci pour que, pour que le coût puisse être moindre. Parce que si vous appelez une société informatique ou bien un opérateur télécom pour aller mettre en œuvre votre réseau communautaire, il ne regardera pas ça de cet œil. Il va tout de suite se frotter la main pour voir combien je peux gagner sur ça. Au niveau de l'enregistrement aussi, parce que comme j'ai dit, quand vous déployez un réseau communautaire sans fil, vous allez vous faites une occupation spectrale. Donc il faut déclarer les fréquences, il faut déclarer les équipements qui peuvent brouiller ou faire des interférences avec d'autres applications ou d'autres opérateurs ou d'autres utilisateurs qui sont dans la zone. Donc dans ces genres de cas, on dit beaucoup de pays exigent que les opérateurs enregistrent leurs entreprises et demandent par la suite une licence pour fournir les services. Donc ces opérateurs doivent aussi obtenir des permis et des autorisations avant de faire ces réseaux. Donc souvent, même que c'est des réseaux communautaires, vous êtes amené souvent à aller demander des autorisations auprès des services compétents. Tout ceci peut être des facteurs de tracasserie, de détours, de ceci, de cela, qui peuvent vous décourager dans la mise en place de votre réseau. Et je dis souvent, les opérateurs à déposer des demandes auprès de ces gens, et que ces demandes sont difficiles à remplir pour des non-initiés. Outre les exigences de ces demandes, même bien intentionnées, peuvent être disqualifiés par une inadvertance des réseaux communautaires. Par exemple, certaines juridictions exigent que les candidats satisfassent à des exigences de patrimoine pour démontrer leur capacité à déployer. Donc on va vous demander toute une paperasse, tout un bilan à déposer pour mettre en place votre réseau. Au lieu de vous aider, on va commencer à mettre des bâtons dans les roues, comme on dit. Et aussi, il y a des pays qui exigent des garanties et des réseaux communautaires ne sont pas en mesure de fournir au démarrage. Toujours au niveau des défis, des enjeux, les pays aussi manquent souvent d'accès aux équipements de télécom. Donc, pour même l'acquisition, selon le but de votre réseau communautaire, selon la ressource que vous voulez mettre au niveau de la communauté via le Wi-Fi, il y a ces équipements, comme j'ai dit, que vous devez acquérir. Et ces équipements, pour les faire venir, la réglementation et les frais d'importation, tout ça là, c'est des choses qui font que si vous n'avez pas assez de moyens et de courage, ça peut aussi
freiner la mise en place de votre et des équipements aussi qui sont très coûteux, sont soumis à des droits, à des taxes et des frais de douane très élevés. Donc si vous n'avez pas les moyens de tout ça, et pour notre cas qui est le Mali, pratiquement, même si vous voulez payer un petit boîtier de Wi-Fi, vous partez payer ça au marché, mais par exemple celui qui a fait rentrer ça, il a passé par la douane, du fait que si vous comparez les prix d'achat en Europe, en Asie ou autre là, vous allez voir que souvent le prix est doublé ou quand même proche du double, parce que à cause de ces taxes et les frais aussi d'approche. Les organismes de réglementation évaluent fréquemment les droits d'inscription, les droits d'entrée, les licences pour les titulaires du spectre. Donc, par exemple, ici, dans le cas du Mali, c'est l'AMRTP qui veille sur ces aspects. Tout ce qui est FH, il veille, parce que comme je vous ai dit, vous pouvez venir, vous voulez faire de la radio, ou bien vous voulez faire une application qui gère la météo, il faudrait tenir compte de la cohabitation avec d'autres applications, avec d'autres équipements. Donc, ils sont chargés justement de veiller à ça. Et ces frais peuvent souvent empêcher les communautés dont beaucoup desservent moins de 3000 utilisateurs finaux d'obtenir une tête de fréquence. Les frais fixes, par opposition aux frais variables basés sur les revenus, peuvent aussi être particulièrement élevés pour des opérateurs des réseaux communautaires. Pour certains, il faut choisir entre investir dans un réseau et la nécessité de le faire. Pour d'autres, il est difficile d'obtenir le capital, comme j'ai dit, de démarrage dont ils ont grand besoin, car ils commencent à peine ou parce que leurs communautés ne sont pas à mesure de proposer des terres ou des biens en particulier des communautés autochtones comme mentionné. En conclusion, les réseaux communautaires offrent une solution alternative et durable pour combler les lacunes de connectivité qui existent entre les zones urbaines, éloignées, rurales du monde entier. En Afrique, où ces lacunes sont plus évidentes, une enquête récente a permis d'identifier 37 initiatives de réseaux communautaires dans 12 pays africains, dont 25 sont considérés comme actifs. Cette enquête a été menée par ISOC International et lors de notre dernière rencontre à Addis Abeba, on a cité par exemple parmi les 25 dont on parle, il y a le chapitre du Ghana qui, lors du Chapterton, a eu à développer un réseau communautaire qui diffuse la télévision au niveau communautaire dans les villages plus éloignés. Et au niveau aussi de la Tanzanie, il y a aussi les chapitres, pas les chapitres, mais en concertation avec les éléments du chapitre tanzanien aussi, on a développé un réseau communautaire qui informe les communautés de la localité sur la météo, sur les catastrophes et en termes de diffusion d'SMS, alertes et autres. Donc, ceux-ci ont été vraiment considérés comme très actifs et très utiles au-delà du service Internet ou d'autres couvertures qu'ils donnent. Donc, en plus du service universel,
les gouvernements devraient également envisager d'identifier les possibilités de financement supplémentaires spécifiquement pour les réseaux communautaires. Donc, c'est un droit, c'est une recommandation au niveau en direction de l'État, de tous les États, d'investir encore plus dans le financement de ces réseaux communautaires. Parce que c'est des initiatives souvent qui viennent des natifs d'une localité. Par exemple, nous sommes ici à Bamako, nous sommes à Gao ou à, je ne sais pas, Ségou. Vous avez une idée pour aider les communautés de cette zone afin de faire profiter de cette innovation. Mais dans la plupart du temps, si vous n'êtes pas soutenu, vous ne pouvez pas aller très loin. Soutenu tant financièrement qu'il faut aussi alléger les démarches administratives dans ce cas. Cela pourrait impliquer un programme de subvention distinct, un soutien au partenariat public-privé. Par exemple, on peut aider les différents associations et promoteurs des entreprises informatiques qui sont sur la place publique. Ceux qui veulent par exemple investir dans ce domaine ou qui veulent appuyer dans ce domaine, on peut leur faire des facilités avec des possibilités de prêts à faible taux d'intérêt. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, M. Maïga, pour cette brillante présentation. Nous voyons à travers ce webinaire toute l'importance des réseaux communautaires qui, au début, en tant que novice, personnellement, j'avais pensé que c'était uniquement, il fallait les développer pour faire Internet. Mais le webinaire nous a quand même permis de comprendre et de savoir que les réseaux communautaires, on peut les déployer dans une localité, même pour faire autre chose que de l'Internet. Vraiment, ça, c'est extrêmement intéressant parce que dans des pays où, par exemple, les catastrophes naturelles comme les glissements des terrains, les tremblements de terre, où vraiment les informations météorologiques sont extrêmement importantes, il est vraiment crucial de mettre un tel réseau pour pouvoir informer les citoyens à temps réel par rapport à des catastrophes qui peuvent survenir pour leur permettre de prendre des dispositions. Et aussi, on a vu qu'avec les cas de la fracture numérique, ces réseaux communautaires aussi peuvent être considérés aujourd'hui comme étant une alternative vraiment pour la réduction de la fracture numérique. Donc, autant beaucoup de possibilités avec ces réseaux communautaires que nous avons découverts à travers ce webinaire. Merci beaucoup pour la brillante présentation et vraiment pour nous avoir bien édifiés par rapport à la question. Maintenant, je m'adresse à tous les participants. S'ils ont des questions, ils peuvent les poser directement ou bien ils peuvent les mettre dans le chat. Si vous voulez poser des questions, levez la main ou bien mettez directement la question dans le chat. On va faire pour les transmettre. Donc, la parole est à vous. Déjà, il y a une première question de Moridaou. Oui. Oui, qui pose la question à savoir qu'il y a eu un exemple cité pour le Ghana et la Zambie, mais il n'y a pas d'exemple pour le Mali. OK. Monsieur Maïga, la question vous est adressée. Il y a des cas d'exemple qui ont été cités pour le Ghana et la Zambie, mais il pose la question qu'il n'y a pas eu des cas d'exemple cités au Mali. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe un cas de réseau qui a été développé soit par une ONG ou une association ou bien un autre type de groupement d'individus au niveau de notre pays? Ok. Vous savez, comme j'ai dit, tout dépend de la finalité. Je sais qu'au niveau même de l'État, à travers la gestion, on avait eu à mettre beaucoup de centres Multimédia communautaire. multimédia communautaires
en son temps. Et comme je l'avais dit à l'introduction, qui n'avait pas besoin d'être connecté à l'Internet en son temps. Il fallait apprendre aux gens l'outil informatique, il fallait apprendre, mettre les services de reprographie, des saisies des textes, de ceci, de cela, au niveau des gens qui n'avaient pas accès à l'outil informatique. Ça, oui, ça a été fait et on a mis en place dans les communes, dans les établissements tels que les IFM, les lycées, beaucoup de centres ont été développés dans ce sens. Et au niveau du chapitre malien même, l'école de Bulkasombougou, il peut être considéré comme un réseau communautaire, d'ailleurs connecté à l'Internet aujourd'hui. On a développé sur l'I-Morgan des outils d'apprentissage en direction des élèves et enseignants de ce groupe scolaire. Et on a après équipé toute une salle de ces outils. Et deuxième phase, on a aussi connecté cette salle à l'Internet, qui peut aussi être aujourd'hui considéré comme un réseau communautaire. Mais je veux dire que c'est à des échelles réduites. Et par la faute de moyens dont je parlais, par la faute de technicité, par la faute d'accès à toutes ces ressources. Et au niveau de l'agence, je ne veux pas trop m'aventurer, mais je crois qu'au niveau de l'AGEFO aussi, ils sont en train de mettre en place ces mêmes centres multimédia aussi à l'intérieur du pays. Je ne peux pas trop m'avancer sur ce domaine, mais je sais quand même que l'État avait fait en son temps beaucoup de trucs. Mais aujourd'hui, avec le développement de l'Internet, surtout mobile, ce processus a été cassé. Maintenant, on doit aller au-delà de ces centres multimédia. Aujourd'hui, mettre en place, comme j'avais dit, amener par exemple la radio dans des localités éloignées, mettre en place un dispositif d'alerte pour les catastrophes, ainsi de suite, ainsi de suite. Beaucoup d'autres exemples que d'autres pays ont implémentés, qui sont des exemples que aujourd'hui au Mali on ne peut pas citer beaucoup. Voilà, c'est ça que je peux répondre comme ça. Ok, merci pour cette réponse. Moi, je vais essayer de compléter un peu. Comme il a dit M. Daou, en fait, ça dépend des besoins. Les premiers cas qu'il a cités, les centres multimédia communautaires qui avaient été installés en son temps par l'Agence des technologies de l'information et de la communication, c'était des centres qui permettaient de donner accès à l'Internet, accès à la photocopie, par exemple, parce qu'à l'époque, l'informatique, les outils TIC, l'Internet et autres n'étaient pas aussi développés comme aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous le constatez, si vous ouvrez un petit espace, un cyberespace où vous mettez juste les ordinateurs pour que les gens aillent faire de la dactylographie et puis faire des photocopies, vous allez fermer parce que ça ne répond plus aux besoins du moment. Les besoins ont évolué. À l'époque, c'était vraiment des merveilles, mais aujourd'hui, ça ne répond pas aux besoins. Donc, les réseaux communautaires aussi, ça évolue. C'est en fonction des besoins, des services rendus aux citoyens. Donc, Silibé, on va passer à la deuxième question s'il y en a. Oui, il y a plusieurs questions même. Après, Mouridao, il y a une question de Suleiman Koulibaly. Quelle démarche ou étape pour créer un réseau communautaire sans fil au Mali? Quelle démarche ou étape pour créer un réseau sans fil, un réseau communautaire sans fil au Mali? Au Mali. OK. Oui.
Malik? Et la démarche, elle est la même pour la mise en place du réseau communautaire sans fil. Donc, comme j'ai dit, il faut il faut d'abord savoir pourquoi vous mettez en place. Quel est votre objectif? Un. Deuxièmement, quel service vous voulez mettre sur ce réseau communautaire? Et troisièmement, quel type d'équipement vous voulez mettre sur votre infrastructure. Après, maintenant, j'ai dit, si vous voulez être connecté à l'Internet, choisir un opérateur, qui va vous fournir l'Internet, faire votre bilan de liaison en tenant compte pour le cas du Mali, par exemple, vous voulez une fréquence libre ou une fréquence dédiée, vous voulez fréquence libre ou fréquence payante, vous voulez des équipements 5 gigas ou 2.4, vous êtes en hauteur ou vous êtes en bas, quelle est la taille de votre réseau, c'est-à-dire le nombre de personnes que vous voulez couvrir. C'est pour 500 personnes, c'est pour 200 personnes, c'est pour 1000 personnes. Troisièmement, les sources d'énergie. Est-ce que vous avez une source d'énergie? Et aussi, il faut avoir des sources secours. C'est-à-dire, si l'EDEM est là, ou si l'EDEM n'est pas là, vous voulez aller sur l'électricité produite par un groupe électrogène ou de solaire ou de ceci ou de cela. Ça, c'est, comme j'ai dit, ça c'est les étapes. Maintenant, les démarches administratives vont dépendre aussi de qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que ce serait un service payant que vous voulez derrière votre réseau ou c'est un service offert? Et la zone dans laquelle vous êtes, est-ce que c'est une zone à forte densité spectrale? Par exemple, vous voulez implémenter quelque chose à Bamako, vous savez que là, il y a beaucoup de connexions sans fil, il y a beaucoup d'opérateurs radio, télévision, beaucoup de services même qui font la transmission FH. Choisir quelle bande de fréquence vous avez, et en fonction de ça, maintenant on va voir si votre réseau là, ça doit être déclaré au niveau de la mairie ou du cercle ou du gouvernorat. Vous allez faire une demande en ce temps adressée à l'autorité pour la reconnaissance légale. Si vous avez besoin de certaines fréquences, vous allez aussi écrire si vous avez besoin de certaines fréquences, vous allez être amené à saisir par exemple la MRTP pour vous accorder telle ou telle fréquence. Voilà. La question suivante. Ok. La question suivante est de M. Aliousso. Existe-t-il des organisations internationales qui peuvent financer ces réseaux au Mali? Ensuite, je peux ajouter une deuxième question de M. Adoumbia. Est-ce qu'il faut attendre sur le service universel? Là, je n'ai pas bien compris. Peut-être qu'est-ce qu'il faut attendre du service universel? Peut-être c'est ce qu'il a voulu dire. Là, il y a ces deux questions à l'IUSO. Existe-t-il des organisations internationales qui peuvent financer ces réseaux au Mali?
Et deuxièmement, M. Adoumbia, qu'est-ce qu'il faut attendre sur le service universel? Entendre sur le service universel. Ok. Pour le premier cas, j'ai dit, Oui. ça revient toujours aux mêmes problématiques. C'est-à-dire que pour financer n'importe quel type de projet, il faut que le bailleur, celui qui veut vous financer, voie un intérêt dedans. Il faut qu'il rentre dans sa vision. Donc, ça va dépendre de ce que vous voulez offrir comme service. Si vous voulez offrir un service, par exemple, c'est un exemple, de radio ou téléweb à une zone comme, je ne sais pas, Bankmana ou autre, si un des partenaires tels que l'USAID ou autre est dans la zone et il voit que c'est nécessaire, il peut vous financer. Mais s'il ne voit pas d'intérêt dedans, il ne va pas vous financer. Bon, je sais qu'actuellement, il y a un programme de l'Union européenne qui est en cours qui finance certains domaines de ces réseaux communautaires. Et tels que les blogs et autres là, si vous êtes dans ce domaine, il peut vous financer. Maintenant, qu'est-ce que le service universel, qu'est-ce qu'il faut attendre du service universel? Le service universel doit appuyer toute initiative qui tend à connecter les non connectés, à donner accès aux services TIC aux zones non desservies par les opérateurs. Donc, en principe, le service universel doit accompagner. Mais je dis souvent, les gens aussi ne vont pas à l'information. Les gens ne font pas de démarches pour aller vers ces structures. On s'assoit et on veut que c'est ces structures-là qui viennent à nous. Or, dans le domaine des affaires, c'est pas comme ça. Donc, souvent, ton projet, tu le montres, c'est à toi de démarcher et de convaincre de la pertinence de son financement. Merci. Pour compléter cette partie, je dirais aussi à la personne que même ISOC International finance les projets de réseaux communautaires. Depuis, je crois, depuis 2 ans, ils ont un financement pour les réseaux communautaires. Donc, tout dépend du projet que vous mettez en place. Si le projet il est bien ficelé, il est viable, bon, c'est très facile d'avoir des partenaires par rapport au financement. Mais comme vous l'avez dit, en réalité, les gens ne vont pas aux informations. C'est ça un peu le problème. OK, on passe à la question suivante. On tend vers la fin. Oui, une question de Coladico qui, je pense, a été déjà répondue dans l'exposé, au cours de l'exposé. La question, c'est est-ce que ces centres multimédia communautaires existent-ils encore? Et aussi, est-ce qu'il y avait un suivi pour ces centres-là? Ces centres... Alors, la deuxième question qui va suivre. Oui, Malik? Ces centres multimédia existent, mais comme l'a dit oui. Bakary, et ces Allô? centres... Oui. Vous me recevez? Je peux ajouter une deuxième question. Oui. Je voulais terminer avec la première. Je disais que ces centres existent encore, mais avec moins de teneur qu'avant. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'outil informatique est plus accessible aux gens. Et il y a des ordinateurs partout, il y a des imprimantes partout. Maintenant, le téléphone même fait beaucoup de choses. Avec ton téléphone, tu envoies des emails, tu reçois. C'est pour ça que vous voyez que même les cyber commencent à disparaître. Donc, c'est pas que l'idée n'est pas là, mais c'est le besoin qui n'est plus là. Le besoin a changé. Voilà. Deuxième question. Oui, deuxième question, Suleiman Koulibaly encore, où on parle du concept de ville numérique ou de ville connectée. Selon votre avis, est-ce que ce concept peut être rapproché à un réseau communautaire? Bon, les villes numériques, ce concept va au-delà du réseau communautaire. Parce que les villes numériques, actuellement,
c'est, si vous voulez, le concept est un peu plus au-delà du réseau communautaire, parce que vous allez voir que le concept de ville numérique, c'est des projets qui sont portés par les États. Et actuellement, même pour votre information, l'Union africaine, à travers un programme justement de numérique 2020, a choisi par exemple Bamako comme ville numérique. Nous sommes en train de travailler sur ça. Et il y a des services derrière qu'il faut développer. Et à Bamako aussi, on a pris le district de Bamako pour que l'Internet soit accessible à toute la population de Bamako. Mais par exemple que les collectivités puissent, comment vous appelez les tickets de trucs là, salés, quoi là, les taxes, les recettes des taxes puissent être numérisées, qu'il y ait un outil de suivi derrière, et les infractions commises par les citoyens au niveau de la ville puissent être répertoriées. Et tu n'as pas besoin, par exemple, qu'un policier prenne la moto pour te poursuivre, qu'on place un peu les caméras et les trucs derrière tout ça. Donc, alors que les réseaux communautaires sont d'un gabarit plus bas et d'une portée moindre. Ok. Alors, il y a une question de Aruna Guido. Y a-t-il des risques de manipulation de la masse à travers un déploiement des réseaux communautaires? Et là, je vais ajouter une question de Mohamed Aladji Aya. Quelles sont les caractéristiques à prendre en compte pour connecter deux sites des réseaux communautaires relativement distants? Okay. Donc, le premier point, ça c'est les aléas du numérique. Donc, il faut tenir compte de tout ce qui est failles sécuritaires, donc du harcèlement, des détournements, des dépravations des mœurs, de tout ça là, ça rentre dans les éléments dont il faut craindre dans le déploiement de trucs, parce que ça fait une ouverture sur le monde. Et j'avais fait un petit aperçu sur l'internet et la culture, l'internet et les sociétés autochtones que j'avais par la fin j'ai enlevé. Donc ça, le déploiement d'un réseau communautaire par exemple lié à l'internet peuvent affecter positivement ou négativement la culture, les mœurs, les cultures et autres. Maintenant, par rapport à l'autre, la question de Aya, des sites distants, je disais tantôt qu'il faut prendre en compte les obstacles entre ces deux sites, les points hauts, les types d'antennes à choisir pour faire la connexion, ou le support de transport quand même, parce que si les sites, il y a trop d'obstacles, et on peut le faire par fibre optique, comme on peut le faire par satellite, comme on peut le faire aussi par des antennes radio simples, mais en 5 gigas. Donc là, je vais peut-être ajouter un petit complément sur la question de Aya, sur le site distant qu'il veut interconnecter. Supposons qu'il y a un site qui se trouve, par exemple, un réseau communautaire qui se trouve, par exemple, à Kai, et un deuxième réseau communautaire qui se trouve peut-être à Kidal. Donc ça, c'est d'un bout du Mali à l'autre. Et s'il veut interconnecter ces deux réseaux communautaires, voilà, entre eux, le moyen le plus simple, voilà, pour interconnecter ces deux réseaux, c'est de faire un VPN entre ces deux, tout simplement, un VPN site à site. Donc, on crée, comme les deux réseaux communautaires ont déjà accès à Internet,
voilà, on crée un tunnel, voilà, un réseau privé virtuel entre les deux pour les interconnecter, tout simplement. Tout à fait. Alors, là, je vais enchaîner avec la question de Djambiré Sega Kanouté. Voilà. Bonsoir, dans ma salle au Elbad, qui contient une trentaine d'ordinateurs, peut-elle constituer un réseau communautaire? C'est la question de Sega Kanouté au Elbad. Là, je vais, la dernière question ici que j'ai, ça c'est une question de Coladico, où Cola demande quel appui l'AGETIC peut donner dans ce domaine. Ok, le centre, sinon la salle informatique de Monsieur Sega. oui, la salle informatique du lycée Baminata Diallo, dans notre contexte aujourd'hui, ne peut pas être considéré comme un réseau communautaire parce qu'il est destiné au niveau d'un établissement pour des gens, des classes bien définies. Et quels sont aussi les services offerts derrière? Je pense que c'est peut-être l'apprentissage, le contact informatique avec, pour les élèves de ce lycée. Je pense que c'est ça. Or, sur les réseaux informatiques, il faut donner un service. Il faut donner un service. Par exemple, j'ai pris l'exemple du groupe scolaire de Bulkasumbu. Là, il y a des outils derrière. On a développé une application qui fait la traduction. On a développé des modules qui font la... Donc, même un chercheur externe peut partir, par exemple, là-bas, pour tout ce qui concerne le Bamanaka. Il peut faire des recherches derrière. Mais si c'est seulement des machines interconnectées dans une salle où souvent on va même, je ne sais pas, hein, j'imagine, il n'y a pas de réseau local, parce que dans la plupart du temps c'était comme ça. Et là, on ne peut pas parler de réseau communautaire. Maintenant, par rapport à la question de Kola, qui parle de... Quel appui l'AGETIC peut donner dans le domaine des réseaux communautaires? Ok. Bon, actuellement, il faut dire que je reviens toujours sur la même phrase. Tout va dépendre du contenu qu'il va mettre dedans. Tout va dépendre du contenu qu'il va mettre dans son projet et l'intérêt que l'AGETIC portera à son projet. Et la finalité surtout, parce que vous savez, il faut surtout se baser sur les services, la prestation qui est derrière ces réseaux. Sinon, si vous voulez, l'infrastructure, c'est la même chose qu'un bureau. Vous avez des bureaux, vous avez un boîtier Wi-Fi, chaque machine se connecte là-dessus. Mais en réalité, derrière, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous offrez à une communauté qui n'est pas connectée? C'est cet esprit-là qu'il faut aussi garder. Maintenant, si vous voulez porter un projet à l'AGETIC pour aller connecter, par exemple, je ne sais pas, une commune rurale qui est à 500 km dans les villes comme ça, oui, l'AGETIC peut vous aider, même si ce n'est pas elle-même, elle peut chercher par exemple un financement ou appuyer ces projets au niveau de l'agence de gestion des fonds d'accès universel. Là, je vois une question, une nouvelle question de Suleiman Sissoko. Quelle est la différence entre un réseau local et un réseau communautaire? Je disais que un réseau communautaire peut être constitué d'un réseau local, comme ça peut être constitué d'un ensemble de réseaux jusqu'à une dimension à la taille d'une ville ou d'une agglomération. Mais le réseau local seul en tant que tel, comme l'informaticien le voit, n'est pas un réseau, n'est pas considéré comme un réseau communautaire, c'est-à-dire des machines interconnectées à un switch ou à un routeur dans une salle. Non,
il faut fournir un service à une communauté qui n'a pas accès à des ressources TIC. Merci. C'était la dernière question. Ok, il n'y a pas d'autres questions? Non. Ok. Sylvie, vous avez quelque chose à ajouter? Il nous reste à peu près 5 minutes. Le webinaire était parti pour 1h30. Non, bon, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter, à part remercier tout simplement M. Maïga pour l'exposé. En tout cas, qui nous a montré la différence, parce que souvent on entendait parler réseau communautaire, mais en réalité, beaucoup d'entre nous ne savaient pas c'était quoi, ou sinon c'est quoi un réseau communautaire. Et avec ces réseaux communautaires aussi, voilà, on voit que c'est des réseaux qui sont faits pour connecter les non connectés et pour pouvoir les offrir des services, voilà, que les autres nous autres qui sommes dans les capitales régionales, on a accès, par exemple, à l'Internet, on a accès au streaming, à YouTube, à tout ce qu'on veut. Voilà, il s'agit de transposer un peu ces différents services-là qu'on a ici dans la capitale régionale vers ceux qui ne sont pas connectés. Voilà, faire un réseau pour eux, pour qu'eux aussi ils puissent se bénéficier un peu. Voilà. Je pense qu'avec ces exposés, on a, en tout cas, jusque-là, on a été bien outillés quand même sur ces concepts de réseau communautaire et quels sont les enjeux, voilà, qu'il faut et quels sont les défis, surtout les défis qu'il faut relever avec ces réseaux communautaires-là, vu que c'est des réseaux qui sont orientés vers les non connectés. Ok, merci beaucoup par rapport à cet ajout. Comme ils l'ont dit, on remercie vraiment tous ceux qui ont vraiment consacré leur temps par rapport à ce webinaire qui nous a extrêmement édifié par rapport à l'utilité même des réseaux communautaires. Parce que comme je l'ai dit au début, quand on parlait des réseaux communautaires, on voyait peut-être qu'il fallait mettre des trucs en place pour donner l'accès à Internet aux gens. Mais on a compris qu'on peut mettre un réseau communautaire sans Internet, mais qui va offrir de très bons, de très grands services à tous les citoyens. Donc, je pense que ça a été très, très édifiant et on est dans le temps pour ne pas empiéter sur le programme des uns et des autres. Le webinaire était parti, comme je l'ai dit, sur 1h30. On est pratiquement à la fin de l'heure. On remercie vraiment le conférencier, celui qui a animé le webinaire, vraiment pour la qualité et puis pour les édifications qui ont été données. On remercie également tous les participants qui ont consacré leur temps par rapport à ce webinaire. Donc, sur ce, on va se quitter et se donner rendez-vous demain parce qu'il y a aussi un autre webinaire sur la gouvernance de l'Internet qui sera animé par M. Dali Amadi Diallo. Donc, c'est à 16h. On va se donner rendez-vous pour demain. Donc, sur ce, au revoir et puis bien de choses à tous. Merci. Merci, tout le plaisir est à moi.